Et on peut voir aussi nord là, et on a cette chambre trapézoïdale, et on a la manche, ou si on veut, le corps du cachalot, dans le plan d'une tombe. La même chose est vraie pour le plan du grand tumulus Saint-Michel à Karnak, et c'est un autre mont Saint-Michel où on a construit une chapelle au-dessus d'un sanctuaire beaucoup plus vieux, mais qui était encore présent dans les traditions locales, parce que oui, les gens ont su que c'était un endroit spécial, un endroit fort peut-être, et on y a construit une église. Et c'est un cachalot du XVIIIe siècle, et c'est seulement une association, mais on a des associations plus près. On a le tertre de Magno à Karnak, et on a cette silhouette-là, qui aussi rassemble à une tête d'un cachalot. On a cette mur-là, qui rassemble le mâchoire inférieur, et on a cette partie, cette combination des pierres-là, qui ressemble à un croissant ou une sorte de bateau. Et, et je ne peux pas m'aider, ça me souvient beaucoup du privilège d'avoir une tombe très privilégiée dans une église. C'était seulement les gens les plus privilégiés qui ont eu le privilège d'être enterrés dans le choir d'une église. Et ici, ça semble que les plus, une sorte d'élite, je n'ai pas le mot du tout, mais une groupe des gens importants étaient enterrés là. Et ici, c'est le menhir où ils sont gravés plusieurs haches polies avec des serpents. Et on a une dalle avec une grande gravure d'une hache juste ici. Et comme ça, on a cette étrange silhouette aussi. Et maintenant, nous retournons au Mont Saint-Michel. Et peut-être que ça ne vous semble plus si étrange d'avoir une telle silhouette au mont qui était vraiment préservée intentionnellement et qui fait sens seulement les seuls parallèles pour des silhouettes comme ça. Vous savez maintenant, ils sont dans le 5e millénaire avant Jésus-Christ, surtout dans le Morbihan. Et je ne veux pas vous convaincre d'aucune chose, je veux juste introduire quelques observations, mais ce n'est pas ma fantaisie là. On amène à Karnak, on a le tertre de Castellic qui était construit avec la silhouette d'un poisson, là. Et là-dedans, on a des petits foyers, comme ça. Et si on compare ça avec la région polaire, vers 4500 avant Jésus-Christ, je n'ai pas choisi, mais c'est comme ça. Et s'il y aurait une foule de points différents, on pourrait me reprocher de choisir seulement les éléments qui supportent ma hypothèse, mais en fait, il n'y a pas d'autre foyer dans ce tumulus-là. Et si on met des points dans les chambres funéraires-là et dans les foyers-là, on reçoit quelque chose comme ça. Et ça, je dis seulement, il y a une chose très populaire dans des bars allemands. C'est une sorte de pâtisserie salée et c'est la même silhouette presque que ce tertre à Karnak. On continue et on s'approche aux fins. Je vais garder le temps bien. Et ici, on est au rocher du Grand Degré.
J'ai appelé ça Sober Dots and Hollow Cups, mapping the pole between 3900 and 3500 BC. Ça veut dire des points sombres et des cupules creux représenter le pôle d'une façon cartographique entre 3900 et 3500 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Et pourquoi ces trois couleurs? J'étais là pendant une nocturne au Mans il y a 2 années et je voulais juste photographier avec une lumière comme ça, mais le rocher était toujours violet, rouge, vert, et moi j'ai fait moi-même ça en noir et blanc. Et ce sont les cupules au sommet du rocher de grand degré. Et si on compare ça à ça, on a encore une fois une certaine similarité. Et j'ai utilisé le programme Stellarium qui est gratuit, mais qui permet de reconstruire le ciel pour chaque endroit sur la Terre entre, disons, 50 000 avant Jésus-Christ et 50 000 après, très exactement. Et j'ai joué plusieurs heures avec ce programme avant que j'ai trouvé les 2 états les plus probables pour cet arrangement des cupules. Et premièrement, je voulais recréer cet angle-là. Et en faisant ça, j'ai arrivé à un temps où le pôle sans étoile était là-bas. Et ça veut dire 3500 avant Jésus-Christ. Et après, comme je suis très sceptique et je me doute beaucoup, j'ai dit, mais peut-être c'était plutôt cet angle qui était important. Et comme ça, j'ai reconstruit le ciel, le mouvement du pôle, pour obtenir cet angle. Et ça m'a donné ce résultat-là. Et maintenant, avec cet angle pris au sérieux, on arrive vers 3900 avant Jésus-Christ. Et comme ça, je suis sûr que ces cupules ont été gravées entre 3900 et 3500 avant Jésus-Christ, même si peut-être la silhouette du poisson étrange pouvait bien être beaucoup plus vieux. Et on trouve encore l'étoile le plus important de la crosse, qui était important il y a 600 ans avant, comme le pôle était là, et on a lié ces 2 étoiles-là. Et je comprends bien que c'est beaucoup de choses neuves, et j'accepte toujours de la critique, mais je préfère de la critique constructive, parce que si on me dirait maintenant, vous avez manipulé ça, certainement je peux mettre des lignes partout, mais je ne peux pas manipuler l'arrangement des cupules et je ne peux pas manipuler l'endroit des étoiles polaires à cette époque-là. Et en plus, parce que le temps est court, j'ai pu vous montrer que seulement quelques exemples, il y en a beaucoup plus. Et il faudrait peut-être faire des autres 5 présentations. On va les faire. Et pour presque finir, je vais vous lire quelques de mes conclusions, mais je ne veux pas vous laisser avec ces observations sobres. Les traditions orales sur les origines du Mont Saint-Michel, consignées par écrit à partir du IXe siècle, remontent à au moins 6 millénaires avant la montée progressive du niveau de la mer, en raison de la mention d'une forêt profonde, voire la
Revelatio Ecclesiae Sancti Michaeli, et Patrick Nunn, The Edge of Memory. C'est un livre que j'ai mis là, et je vais vous conseiller. C'est un professeur australien qui a étudié les traditions des aborigènes en Australie, qui, dans leur tradition, mentionnent des choses sur des paysages qui ont été submergés depuis 7000 ans. Et comme ça donne une complètement nouvelle perspective sur les légendes en Normandie, en Bretagne. Et c'est sérieux, c'est pas du tout ésotérique. Et il y a un grand chapitre sur les exemples en Bretagne, là-bas. The Edge of Memory. Et la disposition des 5 cupules sur le sommet du rocher du Grand Degré avant sa grande cupule centrale n'a de sens concret que pour une période comprise entre 3900 et 3500 avant Jésus-Christ. La proximité d'une silhouette anthropique poissonnesque à la grande cupule est analogue à la proximité de la grande ours du grand cachalot au pôle céleste du Nord au 5e jusqu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Les cupules et l'empreinte du pied du bain, au pied de la chapelle Saint-Ouvert sont des indicateurs supplémentaires d'une fonction rituelle du mont Tombe en tant que point de repère unique depuis au moins le néolithique. Les nombreux résultats comparatifs de la Bretagne, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse et de l'Europe continentale, laissant à côté les exemples de l'Extrême-Orient, parlent suffisamment d'eux-mêmes. La seule justification de l'hypothèse, même pas nouvelle, je ne suis pas le premier, qu'une datation archéologique est possible à partir du phénomène de la précession et tout simplement qu'elle fonctionne entre l'Asie de l'Est et l'Europe de l'Ouest dans des proportions statistiquement significatives. Les quelques vestiges conservés au Mont Saint-Michel en sont qu'un exemple, bien que particulièrement impressionnant parmi d'autres. Et pour finir finalement, je vais vous montrer l'illustration d'un manuscrit qui a été fait au Mont dans le XIIe siècle. On voit ce personnage-là utilisant une sorte de tube qui est reconstruit dans le scriptorial exemplairement, très instructif. Et on voit ici, Polus, il a visé le pôle, Visura, il a visé vers le pôle. Ça veut dire Computatrix, c'est le dernier étoile de la manche de la petite ours. Et on voit ici écrit Plaustrum minoris, ça veut dire le petit char. Et je finis ces présentations normalement par vous dire, je ne peux pas seulement vous assurer que vous allez au ciel après la mort, mais je peux vous enseigner aussi exactement où vous allez. Et pour vous prouver que c'était bien connu dans les écrits de l'Église jusqu'au XIIe siècle, je vais vous lire un passage d'un poème de Hildebert de Lavardin. Il était archevêque de Tours et il a écrit ça vers l'an 1100. Sur les 3 lieux de séjour de l'homme, le bon habite 3 fois, d'abord dans le royaume de l'air, puis sous la terre, puis au-dessus des étoiles. D'abord dans la maison, puis dans la tombe, et enfin au pôle, polus en latin. Ce qui se décompose, ce qui cesse, le pôle demeure. Là-bas, il y a la putréfaction, ici la mort, la vie éternelle au pôle. Vous avez peu sur la terre, dans la tombe rien, tout dans le ciel. Merci beaucoup. Alors, vous
vous avez dit qu'il fallait s'accrocher et que vous feriez un grand voyage avec une baleine. Vous avez tous pensé à Jonas, évidemment d'ailleurs. On pourrait aussi longuement en parler. Moi, je voudrais juste, avant de vous donner la parole, vous parler de ce qui est advenu après. Dans la révélation que Stéphane a évoquée, au livre 4, on évoque effectivement le trou sur le rocher. Et c'est un passage qui est intéressant parce que on y lit, écoutez bien, pour la confirmation de ce fait, on montre encore jusqu'à ce jour, et ça c'est écrit au 9e, comme nous l'a rappelé Stéphane, une pierre comme empreinte d'un doigt d'homme sur laquelle l'évêque s'assit jusqu'à ce qu'il eût terminé son œuvre. Et donc nous avons appris, ce n'est pas une immense surprise, il y a quelques mois, que le trou dans le crâne de Saint-Aubert était probablement une trépanation médicale avec survie du sujet. On a daté le crâne, c'est le plus important, mais si le trou dans le crâne de Saint-Aubert n'est pas l'empreinte de l'archange, on peut se poser la question sur ce trou sur le rocher. Et quand le texte de la Révélation parle de ce trou, vous voyez, sur le rocher,